La conférence qui va débuter maintenant va traiter des cancers de la femme. Quelle prévention possible en 2018? Les conférenciers seront le docteur Simon Ducolombier, le docteur Anne-Christelle Gratadour et le docteur Karima Nessa Bousquet, chirurgien gynécologique et mammaire à l'hôpital Jean Mermoz. Vous commencez maintenant? Je démarre? Bonjour à tous. Je suis un peu impressionnée parce qu'il y a beaucoup plus de monde que dans ma salle de consultation. Donc, je suis le docteur Nessa Bousquet, je suis chirurgien gynéco à l'hôpital privé Jean Mermoz. Je suis associée au docteur Anne-Christelle Gratadour qui fait la même chose que moi et au docteur Simon Ducolombier qui fait exactement la même chose que moi. Donc, on travaille sur la maladie du sein, le cancer du sein, et c'est vrai que on traite beaucoup de patientes qui sont concernées par cette maladie. On les accompagne pendant toute la phase du traitement, que ce soit pendant la maladie, mais aussi après dans le cadre du suivi. Donc on nous a demandé de vous parler de la prévention. On y croit beaucoup. J'y crois beaucoup. Prévenir pour mieux guérir. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce vieil adage de nos anciens. Donc mon topo concerne la prévention des cancers du sein. Le docteur Anne-Christelle Gratadour va parler du suivi de la prévention chez les patientes qui sont porteuses d'une mutation BRC, qui est un gros facteur de risque de cancer du sein. Et mon associé, le docteur Simon Ducolombier, parlera de la vaccination pour la prévention des cancers du col de l'utérus. Alors, je crois que c'est comme ça. Donc, je vais revenir très rapidement sur un peu de stats. Il faut savoir que le cancer du sein, ça concerne environ plus de 50 000 nouveaux cas par an. Une femme sur 8 est touchée par cette pathologie-là. Donc ça veut dire qu'on est tous concernés, puisqu'on a quelqu'un de notre famille, de notre entourage proche, qui est atteint de cette maladie, que c'est le premier cancer chez la femme, qu'il est responsable de 12 000 décès par an, que cette incidence a doublé en plus de 25 ans. Cette incidence est une des plus hautes en Europe et que la plupart des cancers du sein, en général, se développent après l'âge de 50 ans. Cette incidence élevée, elle est liée du fait qu'on les dépiste de mieux en mieux, au vieillissement de la population, mais aussi à la modification de notre environnement, de notre façon de vivre, de manger, de pratiquer ou non une activité sportive. Donc pourquoi on fait de la prévention? Parce que 40% des cancers du sein sont liés à l'exposition à des facteurs de risque, que dans ces cas-là, on dit dans les études que 4 cancers sur 10 pourraient être évités. La prévention, pourquoi j'y crois? Ça permet d'éviter une augmentation des risques, de repérer bien sûr les maladies le plus tôt possible pour pouvoir mieux les traiter et de façon moins lourde. Actuellement, on assiste à une désescalade thérapeutique dans la prise en charge des cancers du sein, et tant mieux pour tout le monde puisqu'il y a une meilleure qualité de vie pour les patientes. Ça évite des traitements lourds avec des chimiothérapies, ça évite des opérations parfois mutilantes, puisqu'on dépiste des petites lésions. Et puis surtout, la patiente devient actrice dans sa prise en charge. On n'est pas tout seul, c'est pas le médecin, c'est pas à sens unique, c'est vraiment un couple, équipe médecin-patiente qui travaille pour se sortir de cette maladie-là. Donc la prévention et la guérison, pour moi, sont indissociables et complémentaires. Il existe différents types de prévention. On définit la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Pour la prévention primaire, elle s'adresse à tout le monde. C'est géré en général par le ministère. C'est des campagnes de publicité que vous connaissez, qui passent dans la presse, la radio, à la télé. 5 fruits et légumes par jour. Les antibiotiques, c'est pas systématique, tout ça. Donc, ça agit vraiment sur les facteurs de risque de faire connaître les facteurs de risque qui pourraient faire développer des cancers. Vous avez la prévention secondaire qui marche très bien, c'est peut-être la plus importante des préventions. Là, on agit encore sur quelqu'un qui n'est pas malade ou bien qui est malade sans le savoir avec une pathologie infraclinique. Elle est organisée toujours par la santé publique. Pour le cancer du sein, c'est les mammographies sur Lyon par ADEMAS. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Là, c'est différent. On s'adresse à une cohorte aux patientes qui sont malades. Et c'est surtout dans le suivi et la prévention des risques de rechute. Donc vous voyez qu'à chaque étape de la maladie, avant, pendant et après, la prévention est indispensable et a vraiment un rôle à jouer. Et qu'elle est... voilà.
Donc pour la prévention primaire, on agit sur les facteurs de risque. Vous savez que les cancers du sein, ils sont multifactoriels. Quand une patiente vient nous voir et nous dit en plein milieu de la consultation, mais docteur, pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être vos antécédents, c'est peut-être l'exposition aux hormones, le fait que vous ayez eu des règles précoces, une ménopause tardive, une grossesse tardive, ou pas d'enfant, ou pas d'allaitement, ou une contraception orale, ou une prise d'un traitement hormonal substitutif. Il y a les facteurs aussi génétiques, les mutations BRC, le docteur Gratadour vous en parlera. Vous avez aussi les comportements, votre style de vie, votre alimentation. Vous mangez mal, on mange tous mal de toute façon. On est tous un peu trop gros, on boit tous un peu trop d'alcool, un peu plus d'un verre de vin par jour, on fume trop, on ne fait pas de sport. Il y a les perturbateurs endocriniens qui sont de plus en plus incriminés sans être réellement impliqués. Pour l'instant, le cirque ne les a pas mis en catégorie 1. Vous avez après la prévention secondaire, c'est le dépistage. Alors le dépistage, il est fondamental. On a entendu beaucoup de conneries sur le dépistage là-dessus, mais son intérêt a été démontré dans de nombreuses études, qu'elles soient études classiques ou des grosses, ce qu'on appelle des méta-analyses. Il permet un dépistage précoce des lésions. Vous savez que un des principaux facteurs pronostiques dans le cancer du sein, c'est la taille tumorale. Plus une lésion est petite, moins elle risque d'être dangereuse sur le plan du pronostic vital de la patiente. Et dans ces cas-là, un meilleur pronostic, les traitements sont moins lourds. Et puis bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une amélioration de la survie et de la qualité de vie pour les patientes et surtout un impact sur la mortalité. Le problème en France actuellement, on est un peu trop gâtés, puisque à peine une femme sur deux participe aux mammographies de dépistage ou se rend à la convocation. Pourquoi ? Il y a plein de causes. Et c'est dommage parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de 60% des patients qui participent pour au moins avoir un réel impact sur la survie et la baisse de la mortalité. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le dépistage individuel, c'est un dépistage qui peut être un peu plus ciblé sur des patientes un peu à risque ou avec des seins un peu trop mastodiques, un peu trop denses, qui nous font peur un peu à la consultation lors de la palpation mammaire. Donc grâce à cette mammographie de dépistage, je vous rappelle, c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. 74 ans, je ne vais pas vous dire pourquoi ça s'est arrêté là, mais c'est comme ça. C'est 2 clichés et c'est une double lecture. C'est une sécurité pour les patients, le radiologue, et puis après une autre équipe qui va lire ces mammos. Et vraiment, il faut le faire, il faut y aller. Et on ne va pas choper un cancer ou on ne va pas traiter un cancer pour rien. C'est pas vrai, ça c'est des bêtises qui circulent. Donc la prévention tertiaire, c'est pour nos patientes. Voilà, elles ont été malades, on les surveille. Là, il y a vraiment le couple médecin-patient qui rentre en jeu. Beau avoir Internet, Facebook, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment cette communication entre les deux, cet échange entre les deux, qui va faire en sorte que on va modifier la façon de vivre des patientes pour diminuer ce risque de rechute. Donc on leur apprend des choses, on vérifie le poids, l'alimentation, le stress au boulot, le stress à la famille, la consommation de tabac, alcool. C'est vrai que c'est fondamental. Fumer c'est pas bon, boire c'est pas bon. Qu'il faut pratiquer une activité sportive à son rythme, de façon régulière. On ne va pas envoyer tout le monde à la salle de gym. Il faut faire ce qui vous plaît de façon régulière. L'idéal, dans les recommandations, c'est quand même 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. C'est pas beaucoup, 30 minutes par jour. Je vous rappelle qu'on passe plus de temps devant le journal télévisé ou bien sur nos iPhones. Donc aller marcher un peu rapidement autour du quartier ou dans le parc, c'est pas mal aussi. Donc il y a une éducation à faire avec nos patientes, avec la famille de nos patientes, mais avec nos enfants aussi. Je pense que tout ça est important pour eux et qu'il faut l'apprendre aussi à l'école, à un jeune âge, pour que ils vivent bien et qu'ils aident aussi leur maman quand elles sont malades à traverser cette épreuve et à diminuer tous ces facteurs de risque. Donc voilà. Alors j'ai fait une diapo, je vais passer la main au docteur Gratadour sur les bêtises qu'on entend souvent. Il est souvent dit qu'il ne faut pas prendre la pilule parce que ça donne des cancers du sein. Foutaise. Il y a peut-être un léger surrisque, mais ce risque disparaît très rapidement après l'arrêt de la contraception orale. Le coût du déodorant, il ne faut pas mettre de déodorant parce que ça donne des cancers. Alors c'est sûr que si vous faites des pulvérisations toutes les 2 heures avec des sels d'aluminium sur une zone qui a été rasée avec quelques plaies, c'est pas bon, mais ça ne donne pas de cancer du sein. Que faire des mammographies, ça peut donner des cancers du sein? Non, c'est pas vrai, parce que l'irradiation au niveau mammaire, elle est vraiment faible. Il y a une amélioration des techniques, des appareils de mammographie, et qu'une simple radio pulmonaire est plus irradiante qu'une simple mammographie, qu'une radiographie pulmonaire est plus irradiante qu'une simple mammographie.
porter un soutien-gorge à baleine. Alors là, tout le monde nous voit en nous disant qu'il ne faut pas porter, je ne vois pas d'où ça sort. La seule chose, c'est que ça modifie un peu le drainage lymphatique du sein, et que sur un sein qui a été opéré ou un peu irradié, c'est un sein qui est un peu dur, et donc c'est vrai que pour le drainage, c'est pas génial. Donc des gens disent que la prévention c'est inutile, de toute façon on fera quand même un cancer du sein quoi qu'il arrive, ou que c'est génétique. Pareil, plus on les prend tôt, plus vite mieux ça se traite. Et voilà, que le stérilet à base d'hormones peut donner des cancers du sein, non. Que fumer simplement 2 cigarettes par jour, c'est pas grave, c'est pas vrai. Voilà, tout le blabla, les on-dit, sont assez anxiogènes pour les patients. Tout ce qu'on lit sur Internet, sur les blogs, tout ça sont anxiogènes. Donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que la relation de médecin-patient est fondamentale, que quand il y a quelque chose à demander, il faut aller voir son praticien, discuter avec lui, prendre son temps. Alors c'est vrai que nous aussi, on est pris par le temps, qu'il y a beaucoup de monde, que quelquefois on n'est pas trop à l'écoute, mais il ne faut pas hésiter, il faut insister, et éviter de perdre son temps sur les blogs et d'être angoissé le soir et de se dire voilà, c'est pas bon pour nous. Je vais passer la main au docteur Anne-Christelle Gratadour qui va vous parler des patientes porteuses d'une mutation BRCA. Voilà, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de quelque chose dont vous avez tous entendu parler très certainement. C'est parce que très souvent dans nos cabinets, on a la question, docteur, est-ce que c'est héréditaire, est-ce que c'est génétique mon cancer? Donc c'est une question qui préoccupe tout le monde, et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un grand développement. Ah pardon, ça y est, c'est bon. Voilà, je suis désolée. Donc je disais qu'aujourd'hui j'étais venue vous parler des cancers d'origine génétique, parce que très souvent dans notre cabinet, on nous pose la question, docteur, est-ce que j'ai un cancer héréditaire? Alors, les cancers génétiques aujourd'hui d'origine génétique sont en fait pas si fréquents que ça, puisqu'ils représentent que 5 à 10% des cancers du sein seulement. Voilà, c'est pas parce qu'on a une maman ou une grand-mère qui ont eu un cancer du sein qu'on va forcément en avoir un nous-mêmes, et c'est pas forcément une transmission d'origine génétique. Alors les principaux gènes qui sont en cause dans le mécanisme de réparation de l'ADN des cellules, l'ADN c'est ce qui constitue nos gènes, eh bien les principaux gènes en cause et qui s'appellent BRCA1 et BRCA2, ce sont deux gènes qui, s'ils sont mutés, s'ils ont une mutation génétique, eh bien peuvent favoriser les cancers du sein et entraîner leur survenue. Aujourd'hui, 2 femmes sur 1000 en France seraient porteuses d'une mutation des gènes BRCA1 et 2. Et les cancers génétiques peuvent être retrouvés ou recherchés, surtout quand il y a beaucoup d'antécédents familiaux. Donc pas seulement une maman ou une grand-mère, mais quand on a une tante, quand on a une grand-mère, quand on a une maman également atteinte, ou des fois un homme dans la famille. Ça, c'est un facteur important, parce que les hommes peuvent faire un cancer du sein également. Ça représente peu de cas, mais ça existe. Il existe aujourd'hui des consultations d'oncogénétique qui sont justement spécialisées pour rechercher ces mutations, et ces consultations ne sont pas proposées à tout le monde, mais sont proposées en fonction justement des antécédents et d'un certain nombre d'éléments qui nous font penser finalement qu'il peut y avoir une origine génétique chez certaines personnes. Comment est-ce qu'on recherche cette mutation? En fait, c'est simplement un test sanguin, une prise de sang, avec une réponse qu'on l'on obtient au bout de quelques mois. Ce n'est pas tout de suite, c'est assez long. Voilà. Alors, le risque de cancer du sein est plus élevé et plus précoce chez les femmes qui sont donc porteuses de cette fameuse mutation BRCA1 ou 2, en sachant qu'il y a des petites différences entre la mutation de BRCA1 et celle de BRCA2. C'est-à-dire que BRCA1, l'âge médian de survenue des cancers, c'est environ 40 ans, donc c'est jeune, et ce risque cumulé à 70 ans, c'est-à-dire qu'à 70 ans, on a 51 à 75%, si on a cette mutation, de faire un cancer du sein. Si la mutation est BRCA2, l'âge médian de survenue est un petit peu légèrement supérieur, 43 ans, mais surtout le risque cumulé est quand même inférieur. Il est de 33 à 55%, mais c'est quand même pas négligeable. Si on a déjà fait un premier cancer du sein, on a une augmentation du risque de cancer dans l'autre sein qui est d'environ 20 à 40% également, surtout si on a une mutation BRCA1. Donc en fait, les deux seins sont concernés très souvent.
En cas de chirurgie en cas de conservation, si on a fait une chirurgie qui a conservé le sein, le risque de récidive dans le même sein est également plus élevé au-delà de 5 ans par rapport aux femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein mais qui n'ont pas cette mutation. Alors, quelles sont les caractéristiques des cancers du sein chez les femmes qui ont cette fameuse mutation? Il faut savoir que ce n'est pas un cancer qui est plus grave que chez les femmes qui n'ont pas la mutation. Ça, c'est important de le retenir, c'est-à-dire que les risques de récidive et de décès liés au cancer du sein chez les femmes qui ont une mutation est identique au risque des femmes qui n'ont pas de mutation. Alors, deuxième chose, la mutation BRCA est également associée au risque de cancer des ovaires, des trompes et des ovaires, donc ce qu'on appelle les annexes. Ce risque est plus élevé et plus précoce si on a une mutation BRCA1, avec un âge moyen au diagnostic qui est à 52 ans, et un risque cumulé donc de faire un cancer de l'ovaire et ou de la trompe de 22 à 59% à 70 ans. Par contre, là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que la survie globale, le pronostic de ces cancers de l'ovaire est meilleur chez les femmes qui ont une mutation BRCA par rapport aux femmes qui ne l'ont pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer dans ces cas-là? Parce que c'est bien le problème. On a deux cas de figure, c'est-à-dire, et souvent c'est deux cas de figure, c'est-à-dire la patiente qui a une mutation, qui a été malade et à qui on a trouvé une mutation. Donc après, elle rentre dans un suivi avec son chirurgien et ses oncologues médicaux. Et puis il y a surtout le risque pour le reste de la famille, les enfants, les filles ou les nièces éventuellement, ou les sœurs. Donc ce dépistage, une fois qu'on a retrouvé une mutation dans la famille, on doit en informer, normalement on est obligé, maintenant la loi nous oblige à informer, alors pas nous, mais les patientes doivent informer leur famille de cette mutation, de l'existence de cette mutation, pour que les personnes de leur famille puissent également faire la recherche. Une fois que la mutation est détectée chez des personnes qui n'ont pas eu de cancer du sein, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a deux possibilités aujourd'hui. On a une possibilité, c'est de surveiller, c'est-à-dire de faire un dépistage, ou on peut faire aussi une chirurgie. Alors le dépistage, avant 30 ans, on ne fait pas de mammographie systématiquement, sauf si une personne de la famille a eu un cancer précoce, c'est-à-dire avant 30 ans ou à 35 ans, parce qu'en général, on débute la surveillance à l'âge de 5 ans de plus jeune que l'âge de survenue du cancer chez la personne de la famille qui a été atteinte. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si on a une maman qui a eu un cancer du sein à 40 ans et qu'elle présente une mutation génétique, si sa fille a également la mutation génétique mais qu'elle n'est pas atteinte, on va commencer la surveillance à 35 ans. Après 30 ans, on surveillera par IRM et mammographie annuelle et un examen clinique tous les 6 mois. Donc c'est assez lourd, ça peut être assez anxiogène, c'est pas facile. Il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'on a une mutation qu'on fera obligatoirement un cancer du sein, puisque vous l'avez compris tout à l'heure, je disais qu'à 70 ans, ce risque-là était d'environ 52 à 77%. Le dépistage du cancer des ovaires et des trompes est assez difficile. Il faut faire un examen gynécologique annuel, mais on ne recommande pas d'échographie systématique parce que l'échographie n'est pas un examen qui est très fiable pour détecter les cancers de l'ovaire. La dernière chose, c'est la chirurgie préventive. Vous en avez tous entendu parler, je pense, avec l'histoire d'Angelina Jolie, qui avait une maman qui a eu un cancer de l'ovaire et qui avait été probablement porteuse d'une mutation BRCA. Et Angelina Jolie a dû faire certainement ce test génétique qui a dû déterminer qu'elle était porteuse de la mutation et elle a fait le choix de faire une chirurgie préventive. Donc pour le sein, ça consiste à proposer, bien sûr c'est une proposition, ça n'est jamais une obligation, de faire une mastectomie bilatérale préventive et on la propose après l'âge de 30 ans. Après 65 ans, faire une mastectomie bilatérale préventive, je dis bien préventive, se discute parce que si on est arrivé à 65 ans alors qu'on a une mutation génétique et qu'on n'a pas fait de cancer du sein, il est possible qu'on n'en fasse jamais en fait. Donc ça se discute au cas par cas. Pour ce qui concerne les ovaires et les trompes, il est habituel de proposer l'exérèse des trompes et des ovaires, ce qu'on appelle une annexectomie bilatérale, après 40 ans. Voilà, je vais laisser passer la parole au docteur Ducoulombier. Bonjour. Je vais vous parler du cancer du col de l'utérus, notamment du dépistage et de la vaccination.
Pour refaire un petit peu le point, le cancer de l'utérus, ça représente 3000 cas. C'est moins que le cancer du sein, par exemple. C'est à peu près au 10e rang du nombre de cancers en France. Mais ça représente quand même un peu plus de 1000 décès par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un dépistage tous les 3 ans, eh ben, on pourrait éviter 90% des cancers. L'évolution est très lente et c'est pour ça que quand on a une lésion précancéreuse, on va arriver vers un cancer au bout de 10-15 ans. Donc faire un frottis régulièrement, qui a un examen de dépistage qui est accessible et acceptable, permet justement de diminuer ce risque. Le frottis a été introduit dans les années 1950 et on note qu'il a quand même permis de réduire déjà de 70% le nombre de cancers invasifs du col utérin. Comment est organisé le dépistage? Le dépistage s'adresse à toutes les femmes de 25 à 65 ans. On réalise un premier frottis à partir de 25 ans, avec un contrôle 1 an après, puis tous les 3 ans, s'il n'y a pas de lésion. Les professionnels concernés, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça ne concerne pas que le gynéco. Votre médecin traitant, s'il a été formé, les sages-femmes, peuvent tout à fait réaliser les frottis. Et on va avoir besoin justement, et je vous en parler après. Le dépistage organisé. L'objectif phare du plan cancer 2014-2019, c'est la prévention. Et c'est la mise en place d'un dépistage organisé, un petit peu sur le modèle du cancer du sein. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin des médecins traitants et des sages-femmes, en plus des gynécologues, pour pouvoir réaliser ce dépistage. Pourquoi on a mis en place et pourquoi on veut mettre en place un dépistage organisé? On a une diminution de l'incidence et de la mortalité depuis les années 80. Je vous dis, on a diminué le nombre de cancers. Par contre, on remarque qu'on stagne depuis les années 2000, et surtout, quand on regarde un petit peu la survie à 5 ans, c'est le seul cancer dans lequel le pronostic se dégrade. On était dans les années 90 à 68% de survie à 5 ans. Quand on regarde dans les années 2000, on n'est plus qu'à 64%. Alors on peut discuter les chiffres, mais en tous les cas, c'est une réalité. Quand on regarde actuellement le dépistage, on a 57%, un petit peu comme dans le sein. L'objectif, ça serait 80%. Si on regarde les femmes qui réalisent le dépistage, on se rend compte qu'il y en a 50% qui ont un dépistage incomplet, qu'il y en a 40% qui sont dépistés trop souvent, le frottis c'est tous les 3 ans théoriquement, et 10% des femmes qui ont un dépistage correct dans l'intervalle recommandé. Le dépistage organisé, ça a représenté combien de patientes? Plus de 17 millions de patientes. Depuis les années 90, il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées, d'abord dans 5 départements, puis dans les années 2010 dans 13 départements avec un protocole commun. Quand on reprend les chiffres de ces départements, si on regarde pour 100 000 femmes dépistées, on a pu mettre en évidence 627 lésions précancéreuses qui auraient pu évoluer dans le temps vers un cancer. La question à l'heure actuelle, c'est la date de mise en place de ce dépistage. Il faut mettre en place le financement, il faut mettre en place l'organisation. Très probablement, en tous les cas sur la région lyonnaise, ça sera l'ADEMA 69 qui organisera ce dépistage. Si je vous parle du cancer du col, je peux ne pas vous parler de l'HPV, qui est l'Human Papillomavirus. L'HPV, c'est un virus, c'est la première infection sexuellement transmissible dans le monde, au niveau viral. Toutes les pratiques sexuelles sont concernées. Le préservatif est partiellement efficace pour prévenir l'infection. Et en France, quand on regarde les jeunes filles de 15 à 25 ans, il y en a à peu près 25% qui sont contaminantes. Autant chez les garçons et filles. Quand on regarde un petit peu toute l'histoire d'une vie d'une femme, 80% des femmes, et aussi des hommes, auront été au contact de l'HPV au cours de leur vie. C'est pas pour ça qu'elles vont développer un cancer. Il y a ce qu'on appelle une notion de clairance. Quand on était en contact avec le virus, en 12 mois, dans 70% des cas, vous l'éliminez, et en 36 mois, dans 90% des cas. Le problème, c'est quand il reste ce virus. L'OMS classe l'HPV comme étant à 100% à l'origine des cancers du col de l'utérus. On a isolé 200 sérotypes et il y en a une vingtaine qui sont à risque oncogène. Vous avez surtout entendu parler du 16 et du 18 avec la vaccination, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres, 31, 33, 35, voilà. Ce qui est intéressant de regarder sur la pyramide que vous voyez, c'est une pyramide sur le nombre de cancers qui sont en lien avec l'HPV 16 et 18 en Europe. L'HPV 16 et 18 en Europe est responsable de 23 000 cas de cancer du col de l'utérus, mais pas que. Si on regarde tout ce qu'il y a au-dessus, eh ben, chez les hommes, ça donne 1000 cancers du pénis, ça donne 11 000 cancers ORL et ça donne 1600 cancers de l'anus. Chez la femme, c'est à l'origine de 3700 cancers de la vulve, 2300 cancers ORL et 2800 cancers au niveau anal. Donc quand on va les vacciner, les jeunes filles,
et dans certains pays les garçons, et ben on va aussi prévenir d'autres cancers. C'est-à-dire que la vaccination ne va pas couvrir que le risque de cancer du col de l'utérus. La vaccination, c'est une prévention primaire. En France, la vaccination prophylactique, elle est proposée depuis les années 2007, avec une modification du schéma vaccinal depuis les années 2012. Elle concerne toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. Pourquoi on est arrivé à 11 à 14 ans? C'est pour éviter la question de l'âge sexuel. Il y a un rattrapage qui est possible à partir de entre 15 et 19 ans chez les patientes qui n'ont pas été vaccinées. Chez les garçons en France, c'est une vaccination ciblée, c'est-à-dire qu'on ne vaccine pas les garçons, comme dans certains pays, on va en revenir après. Et c'est chez les hommes qui ont eu une relation ou qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Cette vaccination, elle se fait dans les centres de vaccination. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une vaccination, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir traiter ou protéger les femmes qui ont déjà été infectées. Donc il faut le faire très tôt. Il faut vacciner les jeunes filles avant qu'elles commencent à avoir une activité sexuelle. Le rapport de l'ANSM et de l'assurance maladie, qui a été fait en 2015, sur la tolérance du vaccin, c'est la question qui a été posée, comme pour tout vaccin en France, et en tous les cas, on est assez champion de ce côté-là, se poser pas forcément les bonnes questions, mais l'ANSM et l'assurance maladie ont pris une cohorte de 2,2 millions de jeunes filles, âgées de 13 à 16 ans, ont regardé l'incidence des maladies auto-immunes chez les patients qui avaient été vaccinés, en comparaison avec les patients qui n'ont pas été vaccinés. Est-ce qu'il y a plus de cas? Et la vaccination, en tous les cas avec Gardasil et Cervarix, les deux vaccins qui sont disponibles actuellement, n'entraînent pas d'augmentation du risque global de survenue de maladies auto-immunes. Donc c'est un vaccin qui est sûr et qui est très bien toléré. Comment on vaccine? Eh bien, on vaccine entre 11 et 13 ans, 2 doses. Si on vaccine un peu plus tard, c'est 3 doses. Il y a 2 vaccins jusqu'à présent qui étaient disponibles, Gardasil et Cervarix. Cervarix qui cible le 16 et le 18. Je vous expliquais que c'était à l'origine des cancers du col de l'utérus. Le 16 et le 18, c'est 75% des cancers de l'utérus. Gardasil a rajouté l'HPV 6 et 11. C'est les virus génitales. Ça ne donne pas le cancer, les virus génitales. La différence, c'est que là, sur le marché, va bientôt arriver le Gardasil 9, qui lui va couvrir d'autres valences. Je vous avais expliqué qu'il y avait d'autres HPV, le 31, 33, qui pouvaient donner aussi du cancer du col de l'utérus. Avec le Gardasil 9, on va arriver à 90% de protection contre le risque de cancer du col de l'utérus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas à 100%. Donc il faut garder la prévention par dépistage. Les jeunes filles qui ont été vaccinées, elles ont encore un petit risque. Même si ce risque, il chute de 30%, elles n'ont plus que 30% de risque de cancer, elles ont encore le risque de faire des lésions précancéreuses. En tous les cas, tant qu'on n'aura pas le nouveau vaccin, ce risque il sera toujours présent. Donc il faut continuer à faire les deux. Après, il faut relativiser. Et là, je vais vous montrer le modèle de l'Australie. L'Australie, en 2007, elle a vacciné gratuitement toutes ses filles âgées de 12 à 13 ans. C'était au collège. Puis ensuite, en 2013, elle a fait le choix de vacciner aussi les garçons. Ils sont à 80% de couverture de leur population. Dites-vous que si le vaccin posait problème, au vu du nombre d'Australiens, on aurait un retour. Et en tous les cas, la surveillance du vaccin en Australie ne pose pas de souci. Les premiers retours qu'on a, c'est un papier qui date d'il n'y a pas très longtemps, qui a 1 ou 2 mois, c'est la diminution du portage de l'HPV qui est passé de 22% à 1% de 2005 à 2015, donc en 10 ans, parmi les femmes âgées de 18 à 24 ans. Alors, l'HPV, je vous ai dit, il y a différents sous-types. Quand on relit un petit peu l'étude, ça concerne le 16 et le 18. Pareil en Australie, ça fait un petit moment, ils sont passés au nouveau vaccin qui, lui, prend 9 sérotypes. Et donc, dans le temps, on va encore arriver plus bas. Et effectivement, on peut se poser la question de vacciner ou non, on peut se poser la question du dépistage. Mais si on fait un frottis tous les 3 ans, on diminue de 90% votre risque. Si vous vaccinez vos enfants ou vos petits-enfants, eh ben, la vaccination, elle va mettre 10 à 20 ans à agir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas agir tout de suite. Et la vaccination, elle va nécessiter encore de continuer à faire des frottis, mais on sera probablement proche de 0. Et sachant que c'est un cancer qui, en tous les cas, touche 3000 femmes en France, qui a 1000 décès par an en France et qu'on peut vraiment le traiter, il y a tout un intérêt à faire de la vaccination. Voilà, je vous remercie. Pour conclure... J'espère qu'on vous a convaincu, avec Anne-Christelle, avec Simon, des mesures de la nécessité de la prévention. Il faut savoir que dans le plan cancer, sur 24 mesures du plan, il y en a 20 qui concernent la prévention. Cette prévention, elle est donc fondamentale. Son effet, il a été démontré par de nombreuses études.
que l'axe médecin-patient est là encore le nœud central de la prévention, qu'il faut tous qu'on modifie notre hygiène de vie, qu'on l'apprenne à nos enfants, à notre entourage, qu'on fasse attention à tout le monde. Il y a un code européen anti-cancer, hein, il est accessible sur le site. Et puis grâce à ça, il y a actuellement 3 cancers du sein sur 4 qui sont guéris. Donc la prévention, ça fonctionne bien sur les gens qui sont concernés par la pathologie, les familles, les patientes. Là, ils sont sensibilisés à ça, mais le but actuellement, c'est sensibiliser tout le monde pour que tout le monde participe au dépistage, aux campagnes de dépistage du cancer du côlon, du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein avec les mammographies de dépistage. Et là, c'est l'enjeu de ces journées aujourd'hui de passer ce message-là. Voilà, en conclusion, je voulais dire que la prévention, c'est l'affaire de tous, et pas que celle des médecins et des malades. Voilà, c'est fini pour nous. Alors, nous avons quelques minutes pour les questions. Bonjour. Ça me fait hurler quand vous dites que l'hygiène de vie est importante pour la prévention. Hein, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont une hygiène de vie extraordinaire, qui font du sport, qui sont décédées d'un cancer du sein. Bon, d'autre part, je suis multicancéreuse cardiaque. Mon premier cancer, c'est un lymphome de Hodgkin, 1 an après Tchernobyl, il ne faut pas le dire. Maintenant, j'ai les séquelles et complications à long terme de la maladie de Hodgkin. C'est-à-dire que on m'a enlevé la thyroïde, cancer cutané, et plus un cancer du sein, radio-induit, cancer radio-induit. Personne n'en parle de ça. Et par contre, j'ai fait des mammographies qui m'ont provoqué une péricardite. Ça, on n'en parle pas non plus. D'autre part, je suis extrêmement sportive et mon cancer du sein a été provoqué par un medicine ball que j'ai reçu dessus. Et peu de temps avant, j'avais fait une mammographie qui n'avait rien trouvé. Alors, merci les mammographies. Et il y a d'autres façons de trouver un cancer du sein que la mammographie. Alors, il y a beaucoup de questions dans... Alors, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous allez chercher un peu mieux qu'autre chose que la mammographie pour détecter, hein, j'appelle pas ça de la prévention, moi. Alors, voilà. Je vais revenir. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire, hein, et je suis désolée de votre histoire clinique. Hein. Vous avez parlé, sur le dernier point, sur la mammographie, les risques de développer des cancers du sein, c'est ce que vous avez dit, je crois, que ça dépistait pas tous les cancers. Je suis d'accord avec vous, madame. La sensibilité de la mammographie, elle est que de 60%. C'est-à-dire que je prends 100 femmes atteintes d'un cancer du sein, 60, je vais les voir sur la mammo, mais il y en a 40 qui vont rester à l'as. Si je rajoute une échographie, je vais monter à 80. Si je rajoute l'IRM, je vais frôler les 100. Le problème, madame, c'est une question d'argent. C'est tout aussi simple que ça. Il n'y a pas... Mais oui, c'est trop cher. Mais vous et moi, on n'y peut rien là-dedans. C'est c'est une décision, c'est de l'argent. Moi, je suis que ouvrier de service là-dedans. Je prends en charge les patientes. Je ne peux pas prescrire à tout le monde des IRM. Je me ferais accrocher par la sécurité sociale, ça irait pas. Vous avez parlé après, je crois, de l'activité sportive. C'est de la prévention primaire, mais comment dire, on sait que la prévention primaire, c'est pas la prévention qui sera le plus efficace pour prévenir ou éviter des cancers. Mais par contre, c'est un plus. Voilà, c'est un plus, c'est démontré, mais c'est un plus.
Je préfère que vous soyez dans cet état-là, et si vous êtes encore vivante, c'est parce que vous avez fait du sport, vous avez fait attention à vous, mais vous seriez diabétique avec 30 kilos en plus, je pense que vous ne seriez pas avec nous cet après-midi. Donc dire que le sport, ça ne sert à rien, et que j'ai des copains et des copines qui ont fait des cancers malgré leur activité sportive ou manger bio, oui, ça, on rentre dans les banalités qui peuvent être parfois dangereuses. Voilà. Mais si comment dire, on est. Pardon ? En majorité dans mon entourage. Oui, mais comment dire, c'est peut-être le hasard et la statistique qui a fait ça, mais je peux vous dire que je préfère avoir affaire à quelqu'un dans ma consultation qui fait attention à son poids, qui contrôle le poids. On sait très bien que dans les analyses statistiques, celles qui prennent plus de poids, elles ont plus de risques de rechuter. Et quand elles rechutent, elles peuvent rechuter en forme métastatique. Et là, c'est plus difficile à juguler et à traiter. Voilà. Mais je suis désolée de votre histoire clinique. Alors moi, j'ai une question, c'est... J'ai cru comprendre que dans les facteurs de risque, il y avait le traitement THS. Le traitement hormonal substitutif. Oui. Alors, ça fait peur parce que il faut le faire, il ne faut pas le faire. Alors, le traitement hormonal substitutif a été incriminé comme pouvant augmenter les risques d'apparition de cancer du sein chez ces femmes qui sont ménopausées. Voilà, donc avant, il y a longtemps, on le prescrivait, c'est vrai, l'argamanu, jusqu'il y a 10-15 ans, la voilà. Il y a des études assez importantes, américaines, anglaises et le Troisième en France, qui ont montré que il y avait une augmentation du risque de développer cancer du sein sur certaines formes du traitement hormonal substitutif. Depuis, l'Agence de santé, tout ça, ils ont modifié les recommandations dans la prescription. On ne le prescrit plus comme ça. Et la preuve, c'est on assiste aux États-Unis, par exemple, à une diminution de cancer du sein chez cette cohorte de femmes ménopausées, parce qu'on ne prescrit plus comme ça le traitement hormonal substitutif. Il y avait certaines façons de le prescrire, certains types de médicaments qui ont été plus incriminés que d'autres, des hormones utilisées aux États-Unis qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Dans leur cohorte, il faut savoir que les femmes, il y avait pas mal de femmes qui étaient en surcharge pondérale avec des BMI qui étaient au-dessus de 30. Ce n'est pas quand même la majorité de la population française. Voilà, mais c'est vrai qu'il a été incriminé. Alors actuellement, le traitement hormonal substitutif, il est prescrit aux patientes qui souffrent vraiment d'effets secondaires de la ménopause, et on ne le prescrit pas non plus pendant 10 ans. On prescrit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et quand on peut l'arrêter, on l'arrête. Et ça, c'est discuté dès le départ avec la patiente, qui a été examinée, avec qui on a vérifié les antécédents familiaux aussi. C'est vrai que si une patiente a des antécédents multiples de cancer du sein, on ne va pas se lancer sur un traitement hormonal substitutif chez elle. On vérifie que la mammographie est bien à jour et qu'elle est nickel, classée ACR2, voilà. Mais c'est vrai que le THS a été incriminé. Alors moi j'ai une question sur la vaccination HPV, oui. Puisque vous disiez qu'en fait le Gardasil au départ était contre 2 souches en fait d'HPV, okay. Maintenant que le nouveau avait un spectre un peu plus large. Alors du coup, qu'en est-il des jeunes filles qui ont été vaccinées avec la première génération de vaccins ? Alors, pour ce qui est du Gardasil, il y avait 4 souches. Le Gardasil couvrait le 6 et le 11, qui sont les condylomes. Ça ne donne pas le cancer, par contre, ça donne des verrues génitales. Les verrues génitales en Europe, c'est 300 000 garçons et 300 000 filles par an en France. 300 000 cas. Pour ce qui est de la vaccination, on était sur des vaccins bivalents qui ont été évalués, qui sont bien tolérés. Et là, je vous ai montré les chiffres, justement, de l'Australie à la fin, qui, dans sa population, quand on regarde un petit peu à 10 ans, sur un pourcentage de couverture qui est de 80%, donc ce qui est très bon. Hein. Si on arrive un jour à 80% en France, on sera très content. On voit une diminution du portage d'HPV 16 et 18. Après, la question qui se posait un petit peu sur le 16 et le 18, c'était si on diminuait le portage du 16 et du 18, est-ce qu'on allait augmenter les autres ? Parce que les autres allaient plus se développer. Et donc là, avec le recul, on se rend compte que les autres ne se développent pas plus. Vraiment, le portage, il diminue même un petit peu, parce qu'il y a des réactions croisées. Le fait d'introduire le 9, on va mieux couvrir les jeunes filles qu'on va vacciner maintenant, mais par contre, il n'y a pas d'indication d'aller revacciner les anciennes. Je vous ai dit, le vaccin, il n'a pas d'effet thérapeutique. Donc, les patientes, il faut les vacciner avant qu'elles aient une activité sexuelle. À partir du moment où elles ont une activité sexuelle, eh ben, elles sont en contact. Vu qu'en France, on a un taux de couverture de 20%, et je crois qu'on est même descendu à 17%, eh ben, malheureusement, toutes les souches, elles sont en contact. Et il y a 25% des patientes, entre 15 et 25 ans, qui sont HPV positives. Et donc,
elles ont été en contact, les jeunes filles qui ont déjà eu le vaccin Gardasil, elles ont pu être en contact avec les autres souches, et c'est pour ça qu'il faut continuer à faire des frottis, et qu'on va continuer à faire des frottis. Par contre, on espère justement avec les 9 souches nouvelles, on va couvrir encore plus d'HPV qui sont oncogènes, et on sera à peu près à 90% de diminution du risque de cancer. Voilà. Et donc, on ne peut pas aller revacciner les anciennes jeunes filles, c'est le problème, parce que justement, ce n'est pas quelque chose de thérapeutique, c'est quelque chose de préventif. Et à partir du moment où on a commencé à avoir des relations sexuelles, eh ben, je vous ai expliqué que ça passait, le préservatif n'était pas suffisamment... voilà. Même les jeunes filles qui ont fait très attention, eh ben, on ne peut pas, ça n'apportera rien malheureusement.